Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement, si vous appréciez mon travail bien entendu. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 21 décembre 2024 avec comme titres principaux tout d'abord la conférence annuelle de Vladimir Poutine qui a duré cette année environ 4h30. Donc nous allons soulever les points les plus importants. Évidemment, on ne peut pas parler dans son entièreté de cette conférence marathon, bien trop longue, bien trop de points ont été soulevés. Donc on va uniquement parler des points les plus saillants. Aussi, maintenant, on sait, bon, bien sûr, d'après Vladimir Poutine, qu'il y a environ 700 000 soldats russes en Ukraine, ce qui est absolument énorme. Alors certes, il avait déjà fait cette déclaration en juin 2024. Là, cela a été réitéré lors de la conférence annuelle, ce qui montre qu'il y a énormément de soldats qui se battent en Ukraine malgré ce que dit la propagande, puisque la propagande nous dit qu'il y a environ 1500 et 2000 pertes de soldats russes par jour, d'après Kiev, c'est Kiev qui nous dit cela, c'est repris par les grands médias occidentaux. Alors la plupart des grands médias écrits nous précisent bien que c'est 1500 à 2000 morts et blessés par jour, et d'ailleurs c'est ce que dit en réalité Kiev officiellement. Le problème, c'est que il y a les grands médias à la télé et les grands médias sur Internet, ou les journaux papier. Or, sur Internet et journaux papier, c'est bien précisé morts et blessés. Le problème, c'est qu'à la télévision, souvent, on nous parle de pertes, donc pas de morts et de blessés. Alors, ce qui est bien logique, puisque à la télévision, dans les grands médias, on nous sort la propagande comme quoi les Russes envoient des vagues de chair humaine qu'ils se font massacrer. Alors, quelquefois, ils s'arrêtent en disant 1500 à 2000 pertes par jour. Et ils ne précisent pas. Donc avec la propagande qui est que les soldats russes sont simplement de la chair à canon pour Vladimir Poutine, ça les arrange bien de ne pas préciser exactement. Cela dit, même si on parle de morts et blessés chaque jour côté russe, encore une fois d'après les chiffres de Kiev, eh bien on peut s'étonner. Par exemple, vendredi à midi, j'ai vu un grand reportage sur LCI qui nous disait pour la milliardième fois que Kiev n'avait presque plus d'obus, d'hommes, d'équipements, qu'il y a des désertions de masse, qu'ils sont envoyés sur le front pas formés ou à peine formés. Et pourtant, voilà, on a ce massacre de masse qui est fait par les Ukrainiens. Donc vous voyez que cette propagande est absolument incohérente et en fait se contredit. Alors faut savoir, il ne manque pas d'hommes, il ne manque pas d'obus, il ne manque pas d'équipement et ils font vraiment ce massacre côté russe ou soit il manque de tout ce qui a été dit précédemment, et dans ces cas-là, la chair à canon russe, le massacre des soldats par vague entière, et les 1500 morts et blessés par jour côté russe, tout ça c'est que de la propagande et de la désinformation. Parce qu'à un moment, il faut être cohérent avec soi-même. Voilà, mais vous le savez tous, il y a une propagande à faire tourner de manière massive, et cette propagande est dite même dans les plus grands journaux occidentaux. Voilà, bien évidemment. Bref, or, à part les soldats russes en Ukraine au nombre de 700 000, nous avons aussi en titre principal la Chine qui a décidé de ne plus vendre des composants pour fabriquer des drones à l'Ukraine. Évidemment aussi ne plus vendre de drones
entier non plus. Donc nous allons voir tout cela en article, ainsi que bien d'autres informations. Et pour une fois, quand nous commencerons la vidéo en article, à cause de cette conférence annuelle, nous allons parler d'économie aussi en même temps dès le début. Mais encore une fois, bien d'autres informations concernant l'armement, concernant la politique internationale en rapport avec l'Ukraine. Vous allez voir, il y a beaucoup d'informations croustillantes. Voilà, comme d'habitude, cette vidéo va être en deux parties. Et oui, alors je dis comme d'habitude parce que maintenant, vous avez remarqué, il n'y a plus de conclusion depuis un certain temps. Donc maintenant, le nouveau format n'est qu'en deux parties, les informations générales qui seront suivies de la carte militaire afin que vous sachiez ce qu'il se passe sur le terrain, les dernières nouvelles du front. Commençons. Alors là, on va commencer avec un article d'Associated Press qui nous dit « Poutine se vante de ses avancées en Ukraine lors d'une conférence de presse annuelle destinée à renforcer son autorité. » Vous notez le choix des mots, il se vante, hein. Pas qu'il donne des faits factuels quant aux avancées russes en Ukraine, il s'en vante. Alors pour ceux qui connaissent bien Vladimir Poutine, qui voient régulièrement ses interviews, faut pas confondre Donald Trump et Vladimir Poutine. Vladimir Poutine ne s'est jamais vanté de rien du tout. Voilà, il ne se vante de rien du tout. Alors il peut faire un peu de propagande, par exemple pour des armes hypersoniques, bien sûr. Peut-on appeler ça de la vantardise quand malgré tout cela reste des faits, uniquement des faits techniques, que personne ne remet en cause d'ailleurs. Donc peut-on appeler ça de la vantardise même concernant une petite propagande de l'armement? Bah, si tout le monde est d'accord quant aux données techniques, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas se vanter, mais juste dire des faits. Je dis ça, je dis rien. La Russie est devenue beaucoup plus forte ces 2 ou 3 dernières années parce qu'elle est devenue un pays véritablement souverain, a-t-il déclaré. Alors ça oui, c'est vrai. Grâce aux sanctions, les sanctions ont permis un miracle russe qui est une réindustrialisation absolument énorme de tout ce qu'elle devait importer auparavant. Donc oui, c'est extrêmement important pour la souveraineté nationale. La Russie peut absolument tout fabriquer par elle-même, sauf au niveau des semi-conducteurs basse nanométrie, où elle a besoin de la Chine pour des microprocesseurs très spécifiques. Alors bon, moi d'après tout ce que j'ai lu dans les magazines militaires que je lis depuis bien des années maintenant, en gros la Russie peut fabriquer tous ses semi-conducteurs dans, on va dire, 95 à 98% de tout ce qui est militaire. Elle a toujours pu se débrouiller toute seule parce que ça touchait à la sécurité nationale, ça touchait aux militaires, donc ils ont fait en sorte qu'ils puissent fabriquer leurs propres semi-conducteurs concernant quasiment tout ce dont ils avaient besoin côté militaire. Par contre, il y a des choses ultra spécifiques militairement que la Russie ne peut pas fabriquer au niveau microprocesseur. Et là, maintenant, dans ces cas-là, elle fait appel à la Chine pour cela. Mais aussi aux Américains. Et oui, elle peut acheter des microprocesseurs américains dont elle a besoin via la Turquie et principalement l'Azerbaïdjan. Donc, à part les semi-conducteurs, oui, maintenant le pays est devenu complètement souverain. Nous sommes solides sur le plan économique, oui, effectivement, nous allons le voir peu après. Nous renforçons notre potentiel de défense, bon ça c'est un énorme euphémisme. Le potentiel de défense de la Russie est absolument gigantesque et notre capacité militaire est désormais la plus forte du monde. Alors oui, maintenant on peut le dire que maintenant, hein. Il y a 3 ans, c'était pas le cas. Pas le cas du tout même. Mais maintenant, on peut le dire. Pourquoi? Parce que le complexe militaire industriel russe fonctionne absolument à plein régime et de manière infiniment mieux et de manière infiniment plus volumineuse en termes de quantité qu'il y a 3 ans.
alors que les États-Unis, eux, se sont très largement appauvris, puisque ça fait 3 ans qu'ils ont épuisé leur stock à cause de l'Ukraine, et ils n'ont pas eu de répit, puisque ensuite ils ont dû énormément donner à Israël. Et pour Israël, ils continuent toujours, sans compter le conflit, qu'on a tendance à oublier en ce moment, c'est le conflit à Taïwan, où les États-Unis ont dû donner et continuent à donner énormément à Taïwan, et malheureusement pour les États-Unis, principalement en système antiaérien. Pour Taïwan, eh oui, on a tendance à oublier que les États-Unis donnent à tout leur secteur qui leur paraît stratégique. Ukraine, Israël, Taïwan, et pas qu'un peu. Donc oui, à cause de cela, on peut dire que la Russie est la première armée du monde, bien qu'évidemment certains diront que c'est à débattre et qu'il y a toujours les États-Unis. En réponse à une question sur un nouveau missile balistique hypersonique que la Russie a utilisé pour la première fois le mois dernier pour frapper l'Ukraine, Poutine s'est moqué des affirmations de certains experts occidentaux selon lesquels il pourrait être intercepté par les défenses aériennes de l'OTAN. Il a défié de manière moqueuse les alliés de l'Ukraine à un duel de haute technologie, suggérant que Moscou pourrait donner un préavis d'une frappe sur Kiev avec le missile Oreshnik et voir si l'Occident pourrait protéger la ville, qu'ils choisissent une cible, peut-être à Kiev, qu'ils y placent leurs moyens de défense aérienne, et nous la frapperons avec l'Oreshnik, a-t-il dit avec un sourire. Voyons ce qui se passe. Alors pour être franc, moi, à part le coup de Kiev il y a 1 an et demi à peu près, quand pour la première fois la Russie a utilisé ses missiles Kinjal donc sur Kiev, je n'ai jamais vu d'experts occidentaux de l'OTAN qui disaient qu'ils pouvaient arrêter un missile hypersonique russe, peu importe lequel. D'ailleurs, j'ai même lu un rapport du Pentagone qui disait qu'il ne pouvait pas arrêter de missiles hypersoniques russes, quel que soit le missile d'ailleurs, quel que soit le type. Donc moi j'ai jamais vu cela, donc apparemment bon bah il y en a évidemment, peut-être dans des journaux que je n'ai pas lus, parce que évidemment je ne lis pas tout. Mais donc s'ils ont dit cela, bah évidemment ils se basent sur quoi pour affirmer cela? Ils se basent sur quoi? Sur quelles données? Quelles preuves il y a eu comme quoi un missile hypersonique russe a été arrêté? Pour l'instant, il n'existe aucune preuve au monde. Pour l'instant, hein. Et d'ailleurs, encore une fois, je le répète, c'est très important, le Pentagone dit officiellement qu'ils ne peuvent pas arrêter de missiles hypersoniques. Bref, bon, ok. Alors maintenant, quant à ce duel, qu'est-ce que j'en pense moi personnellement? Eh bien, si effectivement les Occidentaux disent oui, on peut arrêter le missile Oreshnik, eh bien, dans ces cas-là, pourquoi pas faire ce duel? Effectivement, l'OTAN serait gagnante à 100%. S'ils arrivaient à détruire le missile Oreshnik, bien sûr. L'OTAN serait complètement gagnant. Imaginez-vous si l'OTAN arrive à détruire un missile Oreshnik en plein vol au-dessus de Kiev. Imaginez-vous le prestige de l'OTAN et à quel point la réputation de la Russie en prendrait un coup. L'OTAN aurait tout à y gagner à faire ce duel qui est tout à fait juste et légitime. Après tout, voilà, c'est fair play. Ce serait fait de manière que les deux parties soient d'accord sur les procédures. Donc voilà, on aurait la vérité. Est-ce que l'OTAN, avec ses meilleurs systèmes, et en plus Vladimir Poutine a ajouté, bah, vous pouvez mettre tous vos systèmes anti-aériens, pour en mettre beaucoup, allez-y, hein, voilà, même il a même précisé avec la Pologne et la Roumanie, hein. C'est-à-dire pour une frappe de loin. Il a même ajouté cela. Donc pour vous dire, donc voilà, et puis nous verrons bien. Moi je ne vois rien de terrible à ce duel-là. Pour moi ce serait que justice et on connaîtrait la vérité. Mais bon, bref. La Russie progresse lentement, mais de façon régulière, en Ukraine, mais elle a aussi subi des revers embarrassants. Mardi, le lieutenant-général Igor Kirillov a été tué par une bombe placée devant son immeuble à Moscou.
Un assassinat éhonté revendiqué par l'Ukraine qui a ramené le conflit dans les rues de la capitale russe. Poutine a décrit l'assassinat de Kirillov comme une erreur majeure des agences de sécurité russes, soulignant qu'elles devraient en tirer des leçons et améliorer leur efficacité. Donc là, dans cet assassinat éhonté, on a Vladimir Poutine qui reconnaît que là, le système de sécurité russe a fauté, c'est-à-dire n'a pas été digne de ce nom. Et c'est pour ça que le général Igor Kirillov a été tué. Mais j'ai envie de vous dire, regardons ça plus précisément. Revers embarrassant. Oui, on va dire concernant la sécurité du général Igor Kirillov, qui était en réalité inexistante, hein, pourrait-on dire, ou alors extrêmement lâche. Mais pourquoi embarrassant? Là, quels sont les faits qu'on vous dit dans les médias? On vous dit, ah, c'était une cible légitime pour Kiev, parce que Igor Kirillov avait participé au fait que des gaz lacrymogènes avaient été envoyés sur des soldats sur le front. Voilà. Alors évidemment, ça c'est Kiev qui dit ça, faut les croire sur parole. Alors maintenant, en prenant les mots de Kiev et on les croit sur parole, en admettant qu'il y a eu ces gaz envoyés sur le front, est-ce Igor Kirillov qui a ordonné d'utiliser ces gaz? Non, bien sûr que non. Igor Kirillov, c'est un général, mais scientifique. Lui, son travail, c'est de rassembler des preuves, et présentement, les preuves concernaient sur les biolabs en Ukraine, les 30 biolabs en Ukraine. Igor Kirillov, son travail, c'était ça, rassembler des preuves sur ces biolabs. Et c'est tout. Il ne participe en rien à la guerre en Ukraine. En rien. C'est lui ne donne aucun ordre sur le front. Aucun. Donc, bref, aucun rapport avec le front. Donc, maintenant, je le répète, c'est très important, ça c'est selon Kiev. Donc Kiev balance des infos comme ça et on les croit sur parole. Et voilà, Kiev a dit ça, donc il tue par un acte terroriste Igor Kirillov, carrément à Moscou. C'était une trottinette piégée. Et d'ailleurs, c'est un Ouzbek qui a été pris 24 heures après. C'est un Ouzbek et cet Ouzbek a dit qu'il avait été payé par le SBU pour la modique somme de 100 000 $, ainsi que pouvoir aller vivre dans n'importe quel pays de l'Union européenne. C'était ce qu'on lui a promis pour le meurtre d'Igor Kirillov. Voilà. Bon, ce qui est embarrassant, c'est pour l'OTAN et pour Kiev. C'est très embarrassant. C'est un assassinat éhonté. Donc, il n'y a que les États voyous qui se permettent ce genre de choses. La Russie n'a jamais fait cela. Absolument jamais. Alors que les Américains l'ont fait. Israël l'a fait à plusieurs reprises. Kiev l'a fait à plusieurs reprises aussi. Hein, n'oublions pas ce blogueur fameux qui a été tué en Russie via une statuette piégée. N'oublions pas le meurtre absolument odieux de Daria Dugina, cette jeune journaliste russe qui n'a aucun rapport avec le front, exactement comme ce blogueur russe qui a été tué. Et maintenant, le général Igor Kirillov qui ne donne absolument aucun ordre sur le front. Lui, il ne faisait qu'étudier les biolabs, et c'est pour ça, en réalité, qu'il a été assassiné. Donc, qui devrait être embarrassé? Eh bien, les États-Unis, l'OTAN, Kiev devrait être embarrassé, et l'ONU, normalement, devrait prendre ses responsabilités et accuser Kiev d'actes terroristes. Car n'oublions pas que c'est un acte terroriste. Et d'ailleurs, quand Trump a tué le général Soleimani par un missile, c'est un acte terroriste. Exactement comme le fait Israël depuis des décennies et en toute impunité. Voilà. C'est pour ça que il n'y a que ces 3 pays dans le monde
de manière connue, hein, États-Unis, Israël, Ukraine, il n'y a que ces 3 pays qui se permettent ce genre de choses, de faire des assassinats politiques dans des pays étrangers. C'est un acte terroriste. N'oublions pas que les terroristes dits arabes, hein, les islamistes, accusés par les États-Unis depuis les années 90, hein, c'est pour ça qu'on a fait une mauvaise image du fameux terroriste qui est toujours islamiste. Les intégristes tuaient des gens dans des pays étrangers de manière terroriste, on les qualifiait de terroristes, tout simplement. Et là, pourquoi les États-Unis, l'Ukraine, Israël, qui font cela, pourquoi on ne les considère pas comme des États terroristes? Je ne comprends pas. Fallait combattre Al-Qaïda, ISIS, Daesh, Al-Nosra. Fallait les combattre, ceux-là. Bah oui, mais il n'y a qu'un petit problème. On sait maintenant, on sait depuis très longtemps, qu'Al-Qaïda, ISIS, Daesh ont été créés par les États-Unis de toutes pièces. Voilà, c'est même plus vraiment caché maintenant. Et on l'a vu en Syrie, là il y a un petit problème de cohérence. Donc embarrassant pour qui en réalité? Qui sont les vrais terroristes? Voilà, pardonnez-moi, j'ai été un peu long là-dessus, mais ça valait le coup de le rappeler. Alors ensuite, Poutine a déjà exigé que l'Ukraine renonce à rejoindre l'OTAN et reconnaisse les avancées de la Russie. Kiev et l'Occident ont rejeté ces demandes. Alors là, il faut mettre quelques bémols, quelques subtilités. Oui, officiellement, Kiev et l'Occident ont rejeté ces demandes, mais, un gros mais, Zelensky vient de dire publiquement qu'il ne récupérerait jamais les 4 oblasts prises par les Russes ainsi que la Crimée. Et ça, c'est Zelensky qui vient de le dire publiquement. L'Occident qui rejette ces demandes, oui, officiellement, là, la Maison-Blanche pour les États-Unis ont dit non, l'Union européenne dit non, certes, mais qu'est-ce qu'on a dans les coulisses? On a le Pentagone qui disait que jamais l'Ukraine n'intégrerait l'OTAN. Ça, c'est le Pentagone. Vous allez me dire, c'est pas la Maison-Blanche. Mais la Maison-Blanche de Biden, c'est terminé. L'administration de Trump et Trump lui-même a dit que jamais l'Ukraine n'intégrerait l'OTAN. Donc ce qui compte, c'est l'administration de Trump maintenant, c'est plus Biden. Donc faut quand même mettre voilà, ces bémols-là. Hein, il y a des subtilités. Alors ça, c'est le côté grand public, c'est le côté grand média. Mais en réalité, dans les coulisses, en fait, tout le monde est bien conscient que l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN et que l'Ukraine pouvait dire adieu aux oblasts conquis par la Russie ainsi qu'à la Crimée. Tout le monde est d'accord sur ces points-là. Donc c'est un petit peu hypocrite. Alors maintenant, on va passer au côté économique. Donc là, Poutine nous dit, a ouvert la séance en déclarant que l'économie était sur la bonne voie pour une croissance de près de 4% cette année. Alors oui, de près de 4%, c'est exact. Là, c'est à 3,8, 3,9%. Ça pourrait, à la toute fin de l'année, atteindre les 4%. Nous verrons bien au niveau du PIB. Il a reconnu que les prix à la consommation étaient élevés avec une inflation de 9,3%, mais a insisté sur le fait que la situation restait stable. Alors là je nuancerai les propos de Poutine parce qu'il y a un mois, l'inflation était à 9%, là maintenant à 9,3%, on note quand même une légère augmentation. Alors oui, l'économie globalement se porte assez bien, dans certains secteurs très bien même, mais quand même, on a quand même une forte inflation qui doit être réglé. Et sans compter un taux directeur. Là, il ne parle pas du taux directeur, mais qui est de 21%. Un taux de directeur de 21%, c'est beaucoup trop. Donc la Russie a encore du temps devant elle pour résoudre cela, mais il ne faudrait pas mettre cela sous le tapis. Alors bon, je sais que l'administration de Poutine y travaille d'arrache-pied hein, contre cette inflation et ce taux directeur. Ils y travaillent, mais j'ai envie de vous dire, là pour l'instant, ils ont du mal. Hein. Ils ont du mal à arrêter cette inflation et à faire baisser le taux directeur.
Parce que le truc, c'est qu'on augmente le taux directeur justement pour éviter que l'inflation s'emballe. Mais le problème, c'est que le taux directeur, il peut plus vraiment être augmenté. Là, il a atteint des niveaux extrêmement élevés. Donc là, la Russie va devoir trouver un autre stratagème pour réduire cette inflation, qui est beaucoup trop élevée. Alors le but de la Russie, c'est d'avoir une inflation à 4,5%. On en est très 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 loin. Là, pour l'instant, je ne vois pas comment ils vont y arriver dans les prochains mois. Pour moi, ça va être un travail de vraiment longue haleine et ils ont intérêt de s'y mettre vraiment. Parce qu'il ne faut pas oublier que le coût de la guerre en Ukraine est absolument gigantesque, quand même. Donc la Russie doit se dépêcher à vite atteindre ses objectifs pour ensuite résoudre ses problèmes économiques. Car je doute fort que les problèmes économiques de la Russie puissent être réglés tout en guerroyant en Ukraine. Pour moi, le coût en Ukraine coûte beaucoup trop cher par rapport aux résolutions possibles de l'économie russe en même temps. Je ne crois pas qu'on puisse faire les deux en même temps. Nous verrons bien. Alors là, je reprends un ancien article de TF1 qui date du 17 septembre 2024 qui dit « Guerre en Ukraine, Poutine renforce les effectifs de ses troupes en réponse à l'hostilité occidentale ». Pourquoi je reprends ça? Parce qu'il a dit vite fait dans sa conférence annuelle qu'il y avait 700 000 hommes mobilisés en Ukraine et c'est exactement ce qu'il avait dit en juin déjà 2024. Donc en gros, ça n'a pas bougé. Là, on peut lire le Kremlin a validé mardi une augmentation des effectifs de l'armée russe. L'armée russe va devenir la deuxième plus grande au monde après celle de la Chine parce que concrètement, ce décret va permettre à l'armée russe de passer de 1,32 million d'hommes à 1,5 million de soldats. Donc il y aura 1,5 million de soldats en totalité en Russie bientôt. Et sachant qu'il y a environ 700 000 soldats russes mobilisés en Ukraine, comme l'a dit encore une fois Poutine lors de la conférence annuelle. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il y ait 700 000 soldats qui se battent en Ukraine. Ça, c'est en tout. Peut-être qu'il y en a 300 000 ou 250 000 qui se battent vraiment, mais en aucun cas, c'est 700 000 hommes qui se battent. Hein. Je tenais quand même à rappeler cela. Voilà, c'était intéressant à noter, surtout concernant le fait que la Russie est passée deuxième au monde avec 1,5 million de soldats. Alors, faut pas vous laisser leurrer par les chiffres. Hein. Pour un pays d'environ 146 millions d'habitants, 1,5 million de soldats, ce n'est pas si énorme que cela. C'est un chiffre raisonnable, pourrait-on dire. Voilà. Alors là, j'ai repris un rapport de Simplicus the Thinker qui fait un rapport très intéressant. Là, il est intéressant de noter que Poutine vient d'annoncer dans un nouveau discours que la Russie continue de recruter 1000 militaires par jour. Belousov, donc le ministre de la Défense russe, a confirmé cela en déclarant que le nombre total d'enrôlements pour 2024 était de 427 000. Divisé en 12 mois, cela représente environ 35 600 enrôlements mensuels. En 2024, les troupes russes ont libéré près de 4 500 km² de territoire occupé par les forces armées ukrainiennes. Un environnement d'information intégré pour la prise de décision au niveau tactique sera créé. Plus de 427 000 personnes sont entrées en service sous contrat depuis le début de l'année 2024. Par rapport à 2022, l'armée russe reçoit 7 fois plus de chars, 3 fois plus de véhicules de combat d'infanterie et de véhicules blindés de transport de troupes et 23 fois plus de drones. Les grandes bases devraient être remplacées par un réseau d'entrepôts à plusieurs niveaux. Il est nécessaire d'assurer la protection des arsenaux et des bases de carburant à portée des armes des forces armées ukrainiennes. Alors c'est bien que Belousov prenne en compte cela parce que des dépôts de munitions et des dépôts de carburant, il y en a quand même pas mal qui ont été endommagés, voire détruits, soit par des drones ou des missiles ukrainiens. Donc effectivement, fallait qu'ils s'en préoccupent.
Une nouvelle branche des forces armées devrait être formée en 2025. Les troupes de systèmes sans pilote. Donc en gros, ça c'est les pilotes de drones, hein. C'est ça, cette nouvelle branche qui va être créée. Ci-dessus, il a également mentionné une nouvelle initiative de la Russie visant à décentraliser ses bases à portée des armes de l'OTAN, comme l'attaque MS, transformant le tout en un vaste réseau d'entrepôts et de dépôts de munitions déployés vers l'avant. Il déclare ici que cet effort a déjà commencé et qu'à l'avenir, une reconceptualisation totale de la manière dont la logistique et le stockage sont répartis sur le front aura lieu. Donc une réorganisation complète de l'armée russe en réalité, qui a été engagée par Belouzov à la demande de Vladimir Poutine. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Alors ici, un article intéressant du Monde qui nous dit le général ukrainien au monde. Le nombre de soldats russes ne cesse d'augmenter. Le commandant en chef de l'Ukraine, Oleksandr Syrskyi, revient sur une année de service et évalue la stratégie défensive déployée par les Ukrainiens face à une armée russe en constante croissance. Et dans l'article, on nous dit que l'armée russe a gagné plus 100 000 hommes en 2024 par rapport à 2023. Alors, le général Syrskyi, c'est un homme assez étonnant, pour ne pas dire trouble. Car je vous ai montré, il y a un certain temps de cela, je me souviens plus si c'était il y a 2 semaines ou 3 semaines, où le général Syrskyi répondait à un tweet de Mariana Bezuglaya, cette fameuse rebelle, la députée qui participait au Conseil de sécurité interne ukrainien, donc qui a des informations, on va dire, exclusives. Et Mariana Bezuglaya avait dit que oui, l'armée ukrainienne était obligée d'envoyer des chirurgiens, des pilotes d'avion, des ingénieurs sur le front parce qu'il n'y avait plus d'hommes. Et on a Syrskyi qui lui répond bah oui, Mariana Bezuglaya a raison, effectivement, on doit envoyer des chirurgiens, des ingénieurs et des pilotes d'avion. Et ça, je vous avais montré le tweet de réponse d'Oleksandr Syrskyi. Donc, encore une fois, alors c'est pas la première fois que je vous le dis, faut pas oublier que c'est un Russe à la base, hein. Il est né en Russie, c'est un Russe, il était en Russie durant la belle période, entre guillemets, des années soviétiques, et c'est qu'après qu'il est venu en Ukraine. Donc, bref, Syrskyi, c'est un homme étonnant, hein, pour ne pas dire contradictoire. Donc, il dresse un tableau sombre. Il nous dit que l'armée russe n'arrête pas d'être plus puissante et plus nombreuse, mais que l'Ukraine pourra quand même vaincre si l'OTAN met tous les moyens, donne tous les moyens pour vaincre à l'Ukraine. Bon, évidemment, c'est un vœu pieux complètement ridicule, mais pourquoi dit-il cela? Pourquoi a-t-il confirmé les propos de Mariana Bezuglaya? C'est à se demander pour qui il travaille, le général Syrskyi. Bref, c'était intéressant à noter. Alors ici, on a Kallas, c'est elle qui est la représentante des affaires étrangères pour l'Union européenne, qui dit « Elle appelle à cesser de pousser Zelensky à des pourparlers de paix ». Ouais, vous avez bien lu, hein. Donc les dirigeants occidentaux devraient cesser de pousser le président ukrainien Volodymyr Zelensky à négocier la paix avec la Russie. Ils devraient plutôt s'assurer que leurs promesses de garantie de sécurité à Kiev sont réalistes, estime Kaja Kallas dans une interview au Financial Times. Vous voyez, ils veulent pas la paix, hein, ils veulent vraiment la guerre, et jusqu'aux derniers Ukrainiens, il faudra se battre, hein. Voilà le discours officiel de l'Union européenne. C'est quand même édifiant et ça amène à beaucoup de réflexions. Alors dans la même veine, on a DPA International qui nous dit les dirigeants d'Europe du Nord soutiennent le plan de victoire de Kiev lors des négociations de Tallinn au 17 décembre. Alors que pourtant le plan de victoire de Kiev par l'administration Biden avait été vu comme ridicule. Je vous en ai parlé à maintes reprises dans les points sur l'Ukraine. Tout le monde était d'accord dans un consensus, quoi, les experts tout du moins,
pour dire que le plan de victoire de Kiev, d'ailleurs, n'avait pas changé en 2 ans, c'était toujours le même, à part une ou deux virgules. Donc personne ne croit au plan de victoire de Kiev, mais pourtant, voilà, on a les dirigeants d'Europe du Nord, ils soutiennent le plan de victoire vu par tous les connaisseurs comme absolument ridicule, et d'ailleurs vu comme irréaliste par le Pentagone lui-même. Et je vous avais montré les rapports du Pentagone. Donc c'est complètement ridicule cette posture de l'Union européenne, mais tout à fait en cohérence avec elle-même. Souvenez-vous à l'instant de l'article concernant cette cas-là, une va-t-en-guerre absolument acharnée. Alors il n'y a qu'un petit problème, c'est que d'après le journal FP, on a gardé l'Ukraine à l'écart des négociations pour mettre fin à sa guerre. Donc l'administration Trump doit s'engager auprès de Moscou et éviter dans un premier temps d'impliquer Kiev. Alors pourquoi FP dit ça? Alors pour être précis, c'est un journaliste qui est directeur du programme Eurasie au Quincy Institute for Responsible Statecraft, très exactement. Bref, c'est un groupe de réflexion important eurasiatique. Et pourquoi ce directeur dit cela? C'est parce que, d'après l'article, il faut garder l'Ukraine à l'écart des négociations, parce que si on garde Zelensky dans les négociations, il n'y aura jamais de paix. Hein, c'est en gros ce qui est dit par FP. Et il faudrait aussi garder en dehors de cela l'Union européenne, bien évidemment. Donc il faut que l'administration Trump parle directement avec Moscou afin justement de pouvoir mettre fin à la guerre. Alors pourquoi à sa guerre? Hein, vous notez à sa guerre la guerre de l'Ukraine et donc la guerre de Zelensky. C'est pour ça que FP dit cela. Donc vous voyez qu'entre l'administration Trump qui veut absolument arrêter la guerre et le plus rapidement possible, et l'Union européenne et Kiev qui veulent absolument continuer la guerre jusqu'aux derniers Ukrainiens, eh bien il n'y a qu'un petit problème. Sauf que le vrai patron dans l'affaire, c'est Trump, évidemment, c'est lui qui va tout décider à partir du 20 janvier. Et donc effectivement, pour arrêter la guerre, le monde entier ne peut compter que sur Trump. Il ne peut pas compter sur Zelensky, ni de l'Union européenne qui veut vraiment aller chercher Poutine dans ses retranchements et continuer la guerre à tout prix. Voilà, donc Trump, seul espoir. Là, un article du très respecté CNAS qui nous dit au 9 décembre, la Chine coupe l'approvisionnement en drones essentiels à l'effort de la guerre en Ukraine. Donc la source c'est Bloomberg. Hein. Le conflit croissant entre la Chine et les États-Unis au sujet du commerce s'étend désormais aux drones qui sont devenus un élément vital de la défense de l'Ukraine. Les fabricants chinois ont récemment commencé à limiter les ventes aux États-Unis et en Europe de composants clés utilisés pour construire des véhicules aériens sans pilote, selon plusieurs personnes au courant de l'évolution de la situation qui ont demandé à ne pas être identifiées pour discuter d'informations sensibles. Alors évidemment, là on commence par restriction des ventes aux États-Unis et en Europe, mais comme c'est dit dans le titre, là ils coupent tout approvisionnement pour des achats directs de l'Ukraine. Donc l'Ukraine ne peut plus acheter directement, même en étant approvisionné avec l'argent américain ou de l'Union européenne. Donc évidemment, ça va poser encore un autre problème à Kiev qui comptait beaucoup sur les drones évidemment. Donc c'est un handicap qui s'ajoute supplémentaire et j'ai envie de vous dire un clou supplémentaire dans le cercueil de l'Ukraine. Alors là, nous allons voir que dans les médias, on a un retour des soldats nord-coréens. Alors le premier à avoir lancé la chose et qu'ensuite les médias ont repris, c'est un tweet de Zelensky lui-même qui nous dit « Les données préliminaires indiquent que la Russie a commencé à utiliser un nombre significatif de soldats nord-coréens dans ses assauts. Ces troupes sont intégrées dans des unités combinées et déployées dans des opérations dans la région de Kursk.
Alors attention, ça ce sont que des données préliminaires. Imaginez-vous quand toutes les données seront là. Alors là, ce sera magnifique. Donc vous voyez, ça revient. Alors évidemment, on ne pouvait pas abandonner l'histoire des soldats nord-coréens. Les médias, Zelensky, le Pentagone, l'Union européenne en a beaucoup trop parlé pour abandonner si rapidement. Parce qu'il est vrai que depuis un mois, les médias n'en parlaient plus. Donc on avait l'impression que l'affaire avait été abandonnée faute de preuves. Eh bien non, ça continue. Suite au tweet de Zelensky, nous avons le New York Times qui nous dit « Les États-Unis citent des indices selon lesquels des soldats nord-coréens seraient morts en combattant pour la Russie. » Le porte-parole du Pentagone, c'est-à-dire Pat Ryder, a déclaré que les Nord-Coréens étaient entrés en combat la semaine dernière dans la région russe de Kursk, mais il n'a pas précisé le nombre de victimes. Ah, bah alors là, nous voilà rassurés. Entre les données préliminaires de Zelensky et le Pentagone qui cite des indices selon lesquels des soldats nord-coréens seraient morts, ah c'est bon, alors là, on a bien des soldats nord-coréens qui se battent à Kursk, puisqu'il y a des indices et des données préliminaires. Ah, je sais pas, moi quand je lisais tous les articles avant le tweet de Zelensky, non seulement il n'y avait jamais aucun doute, on ne parlait pas d'indices, on ne parlait pas de données préliminaires, on disait qu'il y avait entre 11 000 et 13 000 soldats nord-coréens à Kursk qui se battaient. Zelensky qui nous disait il y a un mois et demi à peu près que les soldats nord-coréens se battaient déjà en Ukraine. Voilà, Mark Rutte l'avait un petit peu corrigé parce qu'il avait vraiment trop abusé là-dedans. Mais bref, vous voyez, toujours aucune preuve. Alors, vous avez noté que des fois, on voit des petites vidéos. Alors, les premières vidéos, c'est quand la Corée du Sud avait dit, regardez, on a une vidéo de soldats nord-coréens à Vladivostok et on voyait donc des soldats asiatiques dans une caserne. Ça durait quelques secondes, la vidéo. Et de là, bah, on pensait que c'était des soldats nord-coréens. Puis après, on n'a plus parlé de cette vidéo. Là, maintenant, on voit 3 ou 4, les nouvelles vidéos, on voit 3 ou 4 personnes asiatiques, qui ne sont pas en uniforme, bien sûr, dans un soi-disant hôpital russe, qui déambule quelques secondes. Et là, les médias nous disent « Ah, regardez, on a les preuves, ce sont des soldats nord-coréens dans un hôpital russe. Voilà la fameuse preuve. » Bon, on est toujours dans le ridicule. Évidemment, il faut bien que la propagande tourne. Ils ne pouvaient pas laisser tomber une telle propagande, étant donné tous les efforts qu'ils avaient mis à mettre cela en place. Mais bon, vous voyez, là maintenant, ils prennent des pincettes. Hein. C'est plus des affirmations catégoriques. C'est d'après des données préliminaires avec Zelensky et pour le New York Times. Et donc le Pentagone, c'est d'après des indices maintenant. Ah bon, ça va, on est rassuré. Maintenant, on attend, après les indices, on attend maintenant de véritables preuves. Vont-ils nous fournir de véritables preuves? Nous verrons. Armement maintenant, on a Military Watch Magazine qui nous dit 4 lanceurs de missiles Patriot et un radar de défense aérienne détruits par une frappe russe en Ukraine. Donc c'est un article du 19 décembre, mais l'affaire a eu lieu le 15 décembre. Les forces armées russes ont confirmé avoir détruit une station radar NMPQ-65 et 4 lanceurs de missiles solaires d'un système de défense aérienne de longue portée américain MIM-104 Patriot exploité par l'armée de l'air ukrainienne. Des attaques concomitantes ont également visé des infrastructures et des aérodromes militaires ukrainiens, des concentrations de personnel et des équipements militaires dans 146 zones. Bref, on ne va pas tout lire. Donc, je vous rappelle que précédemment, nous avions les Ukrainiens qui avaient détruit un S-400. Ne l'oublions pas.
Donc bon, là les Russes ont répliqué de manière forte, puisque suite au lanceur S-400 qui avait été détruit, peut-être même avec un radar aussi, ben là on a vengeance directe, puisqu'on a carrément 4 lanceurs patriotes et un radar de défense aérien. Alors là, je suppose que c'est un système absolument complet qui a été détruit. Donc là, on est au bas mot entre 1,1 et 1,2 milliard de dollars qui ont été détruits, là. Donc là, par contre, ça fait très très mal. Alors là, un article de Global Defense News, qui est l'équivalent de Military Watch Magazine, c'est-à-dire un site américain de référence militaire, qui nous dit au 14 décembre, dernière nouvelle, les États-Unis testent avec succès le missile hypersonique Dark Eagle pour contrer les avancées russes et chinoises. Bon, bah c'est bien, les États-Unis avancent. Donc là, c'est un test qui s'est déroulé avec succès. Bah maintenant, il faut qu'ils fassent plusieurs tests, évidemment. Et quand ils auront fini les tests, il faudra pouvoir le produire de manière industrielle à des coûts raisonnables. Nous verrons bien. Alors voici le missile. De quoi est-il capable? Donc c'est un missile qui pourra atteindre environ Mach 5 et qui aura une portée d'environ 2775 km. Donc ça a l'air d'être un missile sol-air. Donc l'équivalent russe, ce serait le Zircon. Alors évidemment, on ne va pas le comparer à l'Olechnik, hein. Je suppose que ce n'est pas le même type de missile, même si ça reste assez flou. Je pense que ce serait plutôt un missile similaire au Zircon. Bon, nous verrons bien. En attendant, bon, bah, le missile quand même Mach 5, c'est-à-dire comme les autres missiles hypersoniques prototypes développés par les États-Unis s'arrêtent à Mach 5. Une portée qui est somme toute honorable, qui est bonne même pourrait-on dire. Alors évidemment on est loin des vitesses du Kinjal, du Zircon et de l'Orechnik qui ont des vitesses entre Mach 8 et Mach 11. Donc bon, on est loin encore de la maîtrise des missiles hypersoniques, mais bon, les États-Unis avancent hein, quand même. Donc on peut supposer qu'ils auront une production de missiles hypersoniques peut-être d'ici 4 ou 5 ans, au mieux. Nous verrons bien. Alors là, un article étonnant de Military Watch Magazine qui reprend les dires des Ukrainiens. Les services secrets ukrainiens estiment que la Russie peut produire 300 nouveaux missiles longue portée Olechnik chaque année. Alors personnellement, je n'y crois pas un instant. Car si la Russie pouvait produire 300 nouveaux missiles Olechnik chaque année, ça voudrait dire qu'on a sous-estimé encore considérablement le complexe militaro-industriel russe. Or, moi, de tout ce que je peux lire, bon, pas concernant l'Olechnik, parce que j'ai pas vraiment de données là-dessus, mais concernant les missiles équivalents Yars, Topol, par exemple, je ne vois pas comment la Russie pourrait produire plus de 30 missiles par an. Olechnik, hein. Un missile Olechnik, ça coûte plusieurs dizaines de millions de dollars l'unité, en admettant qu'on parle de 6 ogives avec 6 sous-munitions. C'est ce que certains experts, c'est ce que j'ai lu, hein, estiment en coût. Et étant donné la difficulté de produire ce genre de missile, surtout le dernier, 300 produits par an, je n'y crois pas du tout. Ou alors faut amener des preuves solides. Ou alors vraiment là j'ai sous-estimé considérablement la production de missiles russes. Parce que là c'est en plus ça vient des services secrets ukrainiens. J'avoue quand j'ai lu ça j'ai été très très surpris. Mais moi, d'après ce que je sais, les Russes seraient incapables de produire plus de 30 missiles Oreshnik en réalité chaque année. Alors évidemment, peut-être que je me trompe,
mais j'ai lu beaucoup de littérature sur ce que sont capables de faire les Russes en réalité. Alors maintenant, encore une fois, peut-être que je me trompe et que les Ukrainiens ont raison. Mais franchement, j'ai beaucoup de mal à le croire. En tous les cas, si c'était vrai, bah oui, alors là, l'OTAN a vraiment du mouron à se faire, hein. Parce que le missile Oreshnik, c'est une véritable arme miracle. Donc si vraiment ils pouvaient en produire 300 par an, l'OTAN a vraiment beaucoup de mourons à se faire. Un dernier article de El País, donc le grand journal espagnol, qui nous dit un désastre annoncé. 3 années de navigation de vieux pétroliers russes à travers le monde. Le naufrage de 2 vieux navires en mer Noire met en évidence les risques d'une pratique qui a connu une croissance exponentielle depuis l'invasion en Ukraine. Alors qu'est-ce que nous apprend l'article? On nous apprend que 2 pétroliers russes ont fait naufrage au détroit du pont de Kerch, donc juste à côté du pont de Kerch, et que tous les deux transportaient 8000 tonnes de carburant, donc je dis bien tous les deux, donc peut-être 4000 tonnes et 4000 tonnes chacun. 2000 tonnes ont été déversées en mer Noire. Les forces russes essayent de tout faire pour récupérer le pétrole, pour éviter un problème écologique. Alors, heureusement, dans leur malheur, ils ont fait naufrage pas loin du pont de Kerch, donc près des terres. Alors, c'est beaucoup plus facile pour les secours, mais malheureusement, c'est que là, les secours apparemment font face à un fort vent, donc ce qui ne facilite pas leur tâche, mais tout du moins, c'est proche des terres. Alors, qu'est-ce qu'on peut en penser de tout cela? C'est ce que je vous avais dit quand je vous avais montré un article de Géo il y a quelques mois qui disait que l'état des pétroliers russes dits fantômes était vraiment pas bon et qu'il y aurait peut-être un désastre écologique. Bah, vous voyez, ça commence à arriver. Alors oui, les pétroliers russes de la flotte fantôme sont en mauvais état. Oui, ils sont très vieux. Là, dans l'article, on apprend qu'il y a des pétroliers russes qui datent de 50 ans. Bon, évidemment, qui ont été rachetés à d'autres pays, évidemment, pour faire cette flotte dite fantôme. Mais bon, mais j'ai envie de vous dire, dans ces cas-là, fallait pas faire de sanctions à la Russie. Tout simplement, parce que là, le fait d'avoir fait des sanctions à la Russie draconiennes et absolument colossales, bah, cela oblige la Russie à avoir cette flotte fantôme en mauvais état. Voilà. Donc si on ne veut pas de désastre écologique, ne forçons pas la Russie à utiliser des vieux pétroliers en mauvais état. Enlevons les sanctions à la Russie qui pourront utiliser de vrais pétroliers, entre guillemets, en bon état. Et en plus, cela permettrait à la Russie de réutiliser les assurances londoniennes, qui ont un monopole sur les assurances des pétroliers internationaux. Voilà, et en plus, ça ferait gagner de l'argent à l'Union européenne, plutôt que de faire un système pirate que sont en train de faire les Russes pour détourner les sanctions. Voilà, donc morale de l'histoire, enlevons les sanctions et la planète se portera mieux. Voilà, alors si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. N'oubliez pas de partager les vidéos bien sûr, et toujours, soyez curieux. Alors voici la carte militaire, on va commencer par les frappes ukrainiennes. Les Ukrainiens ont tiré 13 missiles et 86 drones dans l'oblast de Rostov. On ne sait pas quoi a frappé où exactement, à part pour 2 points importants. Donc on a un dépôt de carburant qui a été frappé à Novochlichnix. Donc ce dépôt de carburant n'a pas été complètement détruit, il a juste été endommagé. Il y a eu un
un incendie qui a été vite étouffé en quelques heures par les Russes. Ça, c'est ce que dit le gouverneur de Rostov. Alors bon, maintenant on n'y croit pas, mais en tous les cas, c'est ce que dit le gouverneur de Rostov. Nous avons eu aussi la ville même de Rostov-na-Donu qui a été touchée, mais on n'a pas d'autres explications que cela. Alors j'ai repris un article de Reuters où Reuters disait qu'il n'avait pas plus d'informations, ça reste très flou. On sait juste que, voilà, que ces deux endroits ont été touchés, qu'il y a 13 missiles et 86 drones qui ont frappé l'oblast entier de Rostov. Voilà, on n'a pas plus d'informations que cela. La frappe russe à Kiev, apparemment il y aurait 8 missiles qui auraient frappé Kiev en réponse à l'assassinat du général dont on a parlé dans la vidéo. Donc Kiev, 8 missiles, apparemment ce serait 8 Kinjal, mais ça reste à confirmer. C'est ce que j'ai cru comprendre, mais je n'en suis pas sûr. En tous les cas, il y a deux bâtiments importants qui ont été touchés à Kiev. Donc on a un bâtiment de conception de missiles, donc un bâtiment d'ingénierie de missiles, ainsi qu'un bâtiment principal du SBU. Donc bon, bah, ça fait assez mal quand même. Il n'y a eu qu'un mort et quelques blessés parmi ces 8 frappes. Alors maintenant on va parler du front même. Là dans l'oblast de Kherson, rien de spécial. Dans l'oblast de Zaporojye, rien de spécial non plus. Il y a toujours les rumeurs qui courent. Sauf que maintenant les rumeurs disent qu'il y aurait une offensive importante russe qui pourrait démarrer de Kherson, en plus de celle de Zaporojye. Voilà, mais ça ne reste que des rumeurs et c'est du côté ukrainien. Alors maintenant, on verra bien si les rumeurs sont vraies ou non. Alors là maintenant sur le front même où il se passe des choses dans la région de Grand Novosilka qui est une proie importante pour les Russes, eh bien il y a eu une petite avancée côté sud et une grande avancée côté nord. Vous pouvez voir très clairement qu'une pince est en train de se faire, ou une tenaille comme vous voudrez, ce qui va faire à la fin un chaudron. Là on peut dire que le chaudron est bien démarré. Et d'après les rapports que j'ai lus, ici l'armée russe est divisée en deux. Il y en a une qui va finir de refermer le chaudron côté nord et une autre partie de l'armée qui va continuer sa route pour prendre le chapelet de ville, là, côté nord, ici. Alors pourquoi apparemment ils auraient décidé ça? Parce que d'après ce que j'ai compris des rapports russes, là, il n'y a plus de résistance, ou quasiment plus aucune. Donc c'est pour ça qu'ils osent diviser l'armée en deux ici. Voilà, donc chaudron qui va bientôt se finir, Grand Novosilka va très bientôt tomber. Alors là, dans la zone de Koulakovie, qui est une zone très importante, les Russes ont pas mal avancé dans plusieurs endroits. Alors Koulakovie, c'est entouré de vert parce que c'est une des zones les plus importantes du front. Donc c'est un petit nœud logistique et un verrou stratégique. C'est pas le plus important, mais un des plus importants qui reste. Alors, Koulakovie, d'après le journaliste allemand Julian Robke, qui est un grand journaliste d'un grand journal allemand, il a dit que Koulakovie est en train d'être prise et va tomber là dans peut-être soit les heures qui viennent, soit les jours qui viennent. Alors apparemment la ville de Koulakovie a été très peu touchée. Elle est pas intacte hein, bien sûr, mais elle a été très très peu touchée d'après Julian Robke. Et donc les Russes avancent, on va dire, assez facilement, sans besoin de faire des dégâts, puisque là les Ukrainiens, malgré qu'ils ont toujours aucun ordre de retraite, eh bien ils s'enfuient. Ils s'enfuient.
Alors d'après toujours ce Julian Robke, il resterait 700 soldats ukrainiens à Koulakovier, ici, 700, et les 700 auraient demandé à 8 reprises de faire une retraite, et à 8 reprises, cela a été refusé par l'état-major. Voilà, c'était pour l'anecdote. En tous les cas, peu importe, là, ils n'attendent pas les ordres. Les soldats ukrainiens, cette fois, s'enfuient par le petit espace là entre les tenailles qui restent, parce que vous pouvez le voir, le chaudron se referme très très vite. Là, il y a eu une grosse avancée. Là, il y avait un petit chaudron. Ça y est, les forces armées ukrainiennes, d'après ce que j'ai lu des rapports russes, ont été complètement encerclées et vont se faire certainement massacrer ou fait prisonniers. Ça dépend s'ils résistent ou non. Là, comme vous pouvez voir, il y a une grosse avancée. Et la grosse avancée, même s'ils n'ont pas complètement pris la ville de Soukiyali, ils l'ont pas prise complètement, et ils ont déjà mis un pied dans la ville de Zelenivka. Donc là, grosse avancée russe. Alors, vous pouvez voir les flèches qui sont là depuis déjà quelques mois. Là, ces flèches sont des flèches stratégiques de ce que veulent faire les Russes. Et évidemment, la cible, quand le gros chaudron sera refermé, c'est Kostiatynopil, bien évidemment. Et après, comme ici, ils vont avancer vers le chapelet de ville comme ça, parce que évidemment, c'est ce qui compte, c'est de prendre des villes et non pas d'aller à travers champs. Surtout que là, l'hiver est froid, mais il y a quand même beaucoup de gadou. Donc il y a les restes de la Rasputitsa. Alors là, grosse avancée, je vous avais dit, sur la zone de Koulakovier. Et là, Shevchenko, ça va bientôt être pris par les Russes, bien évidemment. Là, vous voyez qu'il y a un chaudron ici, mais apparemment, d'après ce que j'ai compris, il n'y a presque plus de soldats ukrainiens. Donc il n'y en aurait plus qu'une centaine, quelque chose, 100 ou 200 à peu près. Donc évidemment, ça va être terminé. La semaine prochaine, à mon avis, on va refermer comme ça, hein. Là, vous voyez qu'il y a eu une avancée russe en zone urbaine, assez important pour une zone urbaine. Donc tout se referme, tout va tomber, ça y est, tout est en effondrement côté ukrainien. Ça va très très vite. Regardez, pour ceux qui me regardent pour la première fois, les pointillés que vous voyez, ça c'est la zone du front de la semaine dernière. C'était de la semaine dernière, pour ceux qui ne connaissent pas comment ça marche le schéma. Vous voyez? Donc là, grosse avancée sur Paklovsk, vous pouvez le voir, sur toute la ligne de front ici. Ça, c'est les lignes de la semaine dernière. Grosse avancée, donc Pouchkine a été pris, Novotritsky a été prise, Solonier, bientôt. Et vous pouvez voir que Oudachny, ça va bientôt tomber entre les mains des Russes. Vous voyez que ça pousse ici, hein, vers Oudachny, comme je vous le dis depuis maintenant plusieurs mois, parce que ça fait plusieurs mois que je vous dis qu'Oudachny, c'est très important pour les Russes, puisque c'est la dernière grande mine de charbon de haute qualité pour l'Ukraine. Donc l'avant-dernière, c'était Selidovo, pardon. Et Selidovo a été prise il y a un moment maintenant, et il ne reste plus qu'Oudachny. Hein, toute cette zone-là est une zone minière très très importante pour les Ukrainiens. Donc une fois que Paklovsk sera prise, toute cette zone sera prise. Donc les Ukrainiens, en gros, pour faire simple, ne pourront plus faire de sidérurgie sans l'aide occidentale. Donc ils ne seront plus indépendants pour la sidérurgie. Donc c'est très très important comme zone. Ne l'oublions jamais. N'oublions jamais le charbon. Là, dans la zone de Toretsk, entourée d'un cercle vert, parce que c'est une zone très importante, il y a une petite avancée russe. Mais les Russes avancent très régulièrement. Vous voyez que Toretsk, la semaine prochaine, je pense, sera prise,
puisqu'ils ont pris en gros 90% de Toletsk. Là, ils ont pris les terrils, donc ils vont pouvoir bombarder en hauteur sur les terrils, ici, les deux terrils. Ils en avaient pris un aussi ici, au début, là. Donc, ils vont être en hauteur, ils vont pouvoir bombarder. Donc, c'est la fin pour Toletsk. Toletsk entouré d'un trait vert, parce que c'est un nœud logistique important. Donc, quoi, important. Oui, relativement important, moins important que Pakrovsk, mais important quand même. C'est aussi un petit verrou stratégique qui permettra aux Russes de faire une remontée sur cette route absolument vitale quant à l'approvisionnement. Là, vous voyez très clairement les routes d'approvisionnement. Donc là, les Russes vont remonter cette route-là pour bloquer cette route de ravitaillement qui est vitale. Vous voyez que cette route d'approvisionnement absolument vitale. Donc les Russes vont remonter sur cette route. Et là, ici, de Tchassiviar, ils vont descendre pour prendre Kostiatinivka. Et quand ils auront pris Kostiatinivka, bah, ce sera fini. Ce sera fini parce que Kostiatinivka, c'est un point logistique important, mais quasiment pas défendu. Très très peu, il n'y a quasiment rien comme défense. Au contraire de Tchassiviar, Toretsk, Pakrovsk, très défendu. Kostiatinivka, il n'y a presque rien. Alors maintenant, concernant Tchassiviar, pas d'avancée notable. Alors pourquoi il n'y a pas d'avancée notable sur Tchassiviar, sur Toletsk et Pakrovsk? Pourquoi les Russes n'ont pas déjà pris Pakrovsk, Toletsk et Tchassiviar? Bah parce que avec Kursk, c'est les points qui sont les plus alimentés en hommes. Évidemment, là c'est vital pour les Ukrainiens, toute cette zone-là, tout le front, vous allez me dire, mais en fait, là vous pouvez le voir, à chaque fois les épingles sont ici toujours. Vous pouvez voir que ici se passe presque jamais rien ici. Donc parce que ici ce n'est pas vital, ni pour les Russes, ni pour les Ukrainiens. Alors quand je dis ce n'est pas vital au niveau militaire, dans l'immédiateté du front, évidemment, Zaporojye c'est vital, bien évidemment, ça c'est sûr, mais on parle pour au niveau militaire, au moment où l'on parle du front, au niveau du front et non pas après le front. Concernant le front, vous pouvez voir que tout se concentre toujours ici. Pourquoi? Bah parce que une fois que ce front-là sera tombé aux mains des Russes, ce sera fini. Il n'y aura plus rien. Tout simplement parce que ça voudrait dire que les Ukrainiens n'ont plus d'hommes à envoyer et évidemment plus d'équipement, plus d'obus, etc. Ce qui est déjà le cas, vous allez me dire. Mais là, ça voudra dire, ce sera le signe qu'il n'y aura vraiment plus rien. Voilà, c'est pour ça que c'est entouré de traits verts. Donc ça, c'est vraiment à comprendre. Donc Toretsk va tomber incessamment. Tchassiviar va encore un peu résister parce que Tchassiviar, ça a été hautement fortifié. Tchassiviar, c'est le deuxième endroit le plus important du front parce que c'est un grand verrou. C'est le plus grand verrou militaire du front, le plus grand, qui amène à Kramatorsk et Slaviansk. Comme ça. Vous voyez? Donc les Russes, une fois qu'ils auront pris Tchassiviar, ils vont prendre Kostiatinivka et remonter. Et en plus, par la route. Tout simplement. Voilà. Ils vont profiter d'avoir la route. Et comme il n'y aura quasiment plus de résistance ici, ben, ça va être très facile pour les Russes. Là, Kupiansk, il ne s'est pas passé grand-chose. Les Russes ne font que renforcer. Donc ils s'adossent là dans le nord à la rivière Oskol. Et ils ne font que renforcer. Là, ils ont amené des troupes, ils ne font que renforcer, mais ils n'ont pas avancé sur Kupiansk. Sur Volchansk, là, les rapports disent que les Russes... donc là, non, ça c'est plus bon. Les Russes n'ont pas avancé, mais ils renforcent exactement sur Kupiansk. Ça bouge, hein. Ça bouge sur le front
Volchansk, Lipsi, ça bouge là, hein. Surtout dans cette zone-là, surtout sur Volchansk, ça bouge, hein. Donc je suppose que la semaine prochaine, il va y avoir des avancées russes ici. Alors sur Kursk, les Russes ont fait 2 avancées au nord, ici et ici. Alors bien évidemment, là vous pouvez le voir, là ils vont prendre en tenaille Krugelkoye donc Kruglenkoye, pardon, et donc ils vont faire un chaudron, comme ils font à chaque fois, ils font des petits chaudrons, ils prennent, ils avancent, ils consolident. C'est toujours comme ça. Donc Kursk se réduit comme peau de chagrin. Évidemment, la prise de Souja, qui est le quartier général ukrainien à Kursk, bah évidemment, quand ça tombera, bah, ce sera la fin, mais ça ne tombera qu'en dernier. Bien évidemment, là, on peut voir que ça fait quelques semaines qu'il ne se passe pas grand-chose sur le sud. À part la semaine dernière, ils ont enfoncé un coin carrément en Ukraine, là, les Russes, ici. Mais sinon, c'est assez calme et c'est toujours au nord que ça se passe. Donc les Russes poussent côté ouest de Kursk, toujours, depuis un bon moment. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Voilà, c'est fini. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos pour que ma chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela et toujours, soyez curieux.